Y a-t-il un moyen de prévoir si l'administration Trump irait jusqu'au bout de la voie militaire? Je pense que le dernier point que tu as soulevé est vrai. Laisse-moi revenir un peu en arrière et donner un peu plus d'explications sur ce qui se passe là-bas. Je suis à environ 90% sûr de cela, car j'ai encore quelques contacts qui acceptent de me parler. Ce qui se passe, c'est une opération conjointe, peut-être même plus que cela, avec une troisième ou une quatrième partie, mais il y a certainement deux acteurs principaux impliqués. L'un, bien sûr, c'est l'Empire, les États-Unis, et l'autre, de manière très substantielle, c'est Israël. Israël est présent de manière importante. Ils sont impliqués depuis les premières découvertes en 2016, pendant la première administration Trump. Israël fait partie du paysage du renseignement, qu'il soit faux, juste, exact ou autre. Et dans la plupart des cas, je pense qu'il est plutôt faux. Israël manipule les renseignements que Trump reçoit. L'une des personnes qui fournit des informations à Trump est un citoyen israélien, un double national bien sûr, comme on aime en avoir dans ce pays, mais c'est un citoyen israélien. Il est lié à un ancien membre de la CIA, et ensemble, ils fournissent, contre de l'argent, à Laura Loomer des renseignements provenant du Venezuela qu'ils affirment être exacts. Et Trump détourne le regard de la communauté du renseignement établie, à commencer par Tulsi Gabbard et d'autres, pour écouter Laura Loomer. Donc, il obtient ses renseignements sur Trinité et Tobago, sur la drogue, et ainsi de suite, d'une source qui est payée par certains membres de l'opposition au Venezuela pour lui fournir ces informations. On ne pourrait pas inventer ça. Israël joue un grand rôle là-dedans. Et la personne qui travaille avec l'agent de la CIA est un citoyen israélien, comme je l'ai dit. Il y a aussi la lauréate du prix Nobel de la paix, comme vous l'avez mentionné, Machado, qui est également impliquée. Je n'irai pas jusque-là, mais je supposerais au moins qu'elle pourrait être un atout du Mossad. Donc tout cela se passe en même temps. Et ensuite, pour répondre à votre question, est-ce que tout cela va vraiment renverser Nicolás Maduro et le gouvernement qu'il représente? Je ne le pense pas. Et je pense que ce sera une véritable catastrophe si nous essayons d'utiliser une force majeure pour le faire. Que nous nous y prenions discrètement ou que nous l'attaquions de front, cela ne change rien. Nous allons nous retrouver empêtrés dans un bourbier. Pensez au Vietnam, à l'Afghanistan, à toutes les guerres auxquelles nous avons participé. Pensez à la Somalie, par exemple. Lorsque nous y sommes allés, soi-disant pour une mission humanitaire, et que nous avons fini par traquer le seigneur de guerre Mohamed Farah Aidid, avant de devoir nous retirer honteusement de Mogadiscio. C'est à cela que nous faisons face. Et ce président ne semble pas comprendre ce genre de situation. Et il n'a pas non plus, avec Pete Hegseth comme secrétaire à la Défense, quelqu'un qui en ait la compréhension. Et il n'a pas non plus de président des chefs d'état-major interarmés. Son président venait du théâtre du Pacifique, où il était un général 3 étoiles principalement impliqué dans les opérations spéciales. Et voici un autre point que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a longtemps, lorsque Sam Nunn siégeait au Sénat des États-Unis, il avait une obsession concernant la création d'un commandement des opérations spéciales qui regrouperait tous les opérateurs spéciaux. Delta, les SEAL Teams 6, 5, 4 et 2, les Rangers, les CCT de l'armée de l'air, les Raiders du corps des marines. Le corps des marines a fini par y être intégré, sous un commandement unique, en faire un commandement unifié et lui attribuer un budget. Eh bien, il l'a fait. Nous avons tous dit au sénateur Nunn qu'il était fou. Même Colin Powell lui a dit qu'il était fou. Ils ont quand même continué et l'ont fait. Et devinez ce qui s'est passé? Ce commandement est désormais devenu si puissant et si essentiel à la stratégie américaine dans le monde, parce qu'il est lié à la CIA. La CIA utilise les forces d'opération spéciales de l'armée pour des actions directes.
De cette façon, elle n'a pas à risquer son propre personnel et elle n'a pas à rendre compte à sa commission de surveillance au Congrès, puisque c'est l'armée qui exécute l'action directe. Et ce qui se passe, et ce qui a, je pense, poussé l'amiral Halsey à dire qu'il partait plus tôt du Southern Command, ce sont ces opérateurs spéciaux avec leur navire-mère là-bas, au large du Venezuela. Et leur navire-mère est un ancien paquebot de croisière. C'est immense, c'est monstrueux. Il y a toutes sortes de laboratoires à l'intérieur, toutes sortes de dispositifs de renseignement. Il peut accueillir des Harrier, il peut accueillir des hélicoptères. Et ce qui se passe, c'est que, sans que le commandant des forces conventionnelles, l'amiral Halsey, commandant du commandement sud, c'est sa région, sans qu'il ait même son mot à dire, ces opérateurs spéciaux, relevant du commandement des opérations spéciales en Floride, mènent en réalité ces actions contre le Venezuela. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce qui s'est passé à Mogadiscio. Lorsque nous avons effectué la retraite ignominieuse de Mogadiscio, c'était parce que le commandement des opérations spéciales poursuivait Mohamed Farah Aidid de son propre chef, sans que le commandant turc de la force de l'ONU, ni le commandant américain n'en sache quoi que ce soit. C'est exactement ce que nous faisons au Venezuela, et de manière intensive, je pense. J'ai des sentiments très forts à ce sujet parce que je l'ai vu se produire. Cela s'est produit en Afghanistan, cela s'est produit en Irak, cela s'est produit, eh bien comme je l'ai dit, en Somalie. Je pense que cela se reproduit. Et chaque fois que cela arrive, ils deviennent de plus en plus puissants. Donc c'est une autre armée, si l'on veut, avec sa propre force aérienne, sa marine et tout le reste, opérant au sein de l'armée américaine pour la CIA et le Mossad. Et ils font des choses comme au Venezuela. Donc si vous voulez voir de l'action au Venezuela, vous verrez probablement ce genre d'action étroitement lié aux gens de Machado, qui qu'il soit. Mais je suis d'accord avec vous. L'opposition telle qu'elle existe au Venezuela ne se retourne pas contre Maduro, mais contre les efforts de l'Empire pour le renverser, parce qu'elle voit ce qui se passe et comprend ce qui se passe. Elle comprend que Machado veut vendre le Venezuela à l'Empire. Point final. C'est ce qu'elle veut. Elle a été très claire à ce sujet. Et cela ne va pas fonctionner. Je pense que nous allons droit vers un vrai désordre. Un vrai désordre. Mais ceux qui vont en subir les conséquences seront probablement les Vénézuéliens et peut-être aussi les Colombiens, car Trump a également jeté un regard hostile sur la Colombie. Il est connu de presque tout le monde au Venezuela que bien qu'il y ait un débat sur les sanctions, lorsqu'il s'agit d'une intervention militaire, les Lopez, les Guaido et les Machado sont tous des personnes qui vivent en Floride ou dans d'autres régions des États-Unis, et non de véritables habitants du Venezuela. Et je voulais aussi ajouter, comme vous l'avez indiqué, qu'il semble y avoir une division au sein de l'armée et des services de renseignement, probablement entre les militaires qui connaissent la réalité du Venezuela et ceux qui sont des partisans zélés, ceux qui figurent sur les listes de paie du Mossad et ainsi de suite. Je pense qu'en réalité, au Venezuela, l'armée est extrêmement politisée. C'est une distinction entre, par exemple, le Chili en 1973, où Salvador Allende n'a pas cherché à remplacer l'armée par ses propres partisans, ce qui n'est pas le cas au Venezuela. Au Venezuela, l'armée est profondément liée à l'ensemble du processus bolivarien, ce qui rend toute tentative de coup d'État extrêmement difficile. Et l'on peut douter des chiffres. Des millions de miliciens recrutés, 7 millions, 8 millions. Ces chiffres sont peut-être exagérés, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'il existe au Venezuela un large consensus, presque unanime, contre une intervention militaire des États-Unis. Oui, je suis un étudiant de l'épisode chilien avec Nixon et Kissinger. Je peux vous dire que c'est assez différent.
L'armée chilienne était vraiment de notre côté pendant toutes ces années, parce que nous l'avions essentiellement acheté. Et ils savaient que puisque nous les avions achetés, si un coup d'État réussissait, ils seraient aux commandes. Alors tout ce qu'ils faisaient, c'était se disputer pour savoir qui serait le général, qui serait aux commandes. Situation un peu différente ici. Nous ne sommes pas passés par l'école des Amériques ou autre. Nous n'avons eu aucun contact direct avec l'armée vénézuélienne, si ce n'est peut-être par une certaine infiltration de la CIA et des tentatives de corruption. Cela a pu arriver, je le soupçonne. Mais je ne pense pas qu'ils aient été très réussis dans cet effort, car l'armée est restée fondamentalement loyale. Ce serait donc une opération entièrement différente. Vous auriez probablement la majeure partie de l'armée vénézuélienne contre vous dès le départ. C'est une situation très différente de celle où l'on achète l'armée et où elle se retourne, comme elle l'a fait au Chili, contre Allende pour produire ce qu'elle a produit. Ce qui n'a pas été très bon pour le Chili. Je pense donc que ce à quoi nous aurions affaire serait une véritable guerre de guérilla que nous perdrions. Et même si j'aimerais nous voir perdre dans une telle situation une fois de plus, pour essayer de nous donner une leçon sur ce genre de choses, je ne veux pas voir cette souffrance infligée au Venezuela, ni à la Colombie, ni au Nigeria, ni ailleurs, surtout pas quand ce n'est pas nécessaire. Ce ne sont pas des menaces. Voici l'essentiel. Ce ne sont pas des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis. Trump, son ministère de la Justice et son ministère de la Défense se plient en quatre chaque jour avec le président de la Chambre et le chef du Sénat, orchestrant leurs acrobaties et les soutenant très activement pour justifier que ce qu'ils font est au nom de la sécurité nationale de l'Empire, ce qui est absurde. Même avec l'Iran, c'est absurde. L'Iran ne représente aucune menace significative pour l'Empire, à moins que l'Empire ne veuille s'installer au milieu du golfe Persique et y brandir un drapeau, ce que le président Ahmadinejad m'a un jour dit à New York. Voyons si j'ai bien compris. L'Iran possède environ 1875 kilomètres de côte sur le golfe Persique. Et les États-Unis, combien de kilomètres ont-ils? Son argument, très percutant, était que la menace dans le golfe Persique ne venait pas de l'Iran. La menace venait des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde dans la région le savait, même les Saoudiens, les Émiratis et d'autres. Il n'y a donc aucune menace pour la sécurité nationale des États-Unis provenant de l'une de ces cibles que Trump envisage, à l'exception possible de la Chine. Et que faisons-nous là-bas? C'est une autre question tout à fait différente, mais c'est une grande question. C'est une question nucléaire. En réalité, je veux venir en Chine, mais je voudrais faire un commentaire annexe sur l'idée de menace. Cela m'a rappelé certains débats des années 1980, lorsque des généraux américains affirmaient que le Nicaragua, et peut-être même Cuba, représentaient de grandes menaces pour les États-Unis. Dans l'un de ces débats, Noam Chomsky a dit que ce serait rendre un mauvais service, même à Hitler, que de comparer sa prétention selon laquelle la Tchécoslovaquie constituait une menace pour l'Allemagne, à l'idée que Cuba ou le Nicaragua représentaient des menaces pour les États-Unis. Je veux dire, même Hitler avait peut-être un certain argument lorsqu'il a fait cette déclaration sur la Tchécoslovaquie. Voilà à quel point il est absurde que les États-Unis inventent des menaces venant de ces petits pays.